Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Le président de la République Alassane Ouattara est rentré à Abidjan hier vendredi après un séjour à Paris. Le président Alassane Ouattara répondait à l'invitation du président français Emmanuel Macron pour participer au sommet sur le financement des économies africaines durement éprouvées par les conséquences de la Covid-19. Le chef de l'État s'est exprimé sur les conclusions de ce sommet, également sur les violences perpétrées contre des ressortissants du Niger vivant en Côte d'Ivoire. La ville de Ferké-Sédougour a son port sec. La pose de sa première pierre a eu lieu hier vendredi. Un projet de plus de 254 milliards de francs CFA. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 30 mois. Sa construction permettra de désengorger les deux principaux ports d'Abidjan et de San Pedro. En Birmanie, la commission électorale nommée par la junte a annoncé hier vendredi vouloir dissoudre la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi, qu'elle accuse de fraude lors des dernières législatives en novembre dernier. Depuis le coup d'État, plus de 800 personnes ont été tuées dans la répression des manifestations. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, est rentré hier à vendredi à Abidjan aux environs de 19h50. Après un séjour à Paris, la capitale française, il a été accueilli par le Premier ministre Patrick Hachi et des membres du gouvernement. Le président de la République, Alassane Ouattara, était à Paris à l'invitation du président français Emmanuel Macron pour participer au sommet sur le financement des économies africaines, durement éprouvé par les conséquences de la Covid-19. Un sommet qui a décidé de la mise en place d'un soutien financier massif aux économies africaines. Sommet qui a également décidé de poser les bases d'un nouveau cycle de croissance sur le continent. Le président Ouattara s'est exprimé à son arrivée. Je rentre de Paris où j'ai pris part à l'invitation du président de la République française, Emmanuel Macron, au sommet sur le financement des économies africaines le mardi 18 mai 2021. Ce sommet a été précédé d'un dîner d'échange le lundi 17 au soir, qui a duré assez longtemps pour essayer d'évoquer de manière informelle et sans donc vraiment formalité les questions de fond que nous devrions discuter le mardi 18. Au cours du sommet, nous avons examiné plusieurs questions essentielles relative à la mobilisation de financements importants et innovants en faveur des pays africains pour la vaccination accrue des populations contre la COVID-19 ainsi que pour la relance économique de nos pays. En effet, le Fonds monétaire international estime que jusqu'à 285 milliards de dollars de financement supplémentaires seraient nécessaires aux pays africains sur la période 2021-2025 pour renforcer la réponse à apporter à la pandémie Covid-19. Sans une action collective, le financement et les objectifs du programme de développement durable de l'horizon 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine serait compromis. C'est pourquoi nous avons décidé d'agir ensemble pour proposer un plan de soutien financier substantiel pour donner une impulsion à l'économie des pays africains. Dans l'immédiat, la priorité absolue est de vaincre la pandémie. Et à cet égard, certains États, tels que la France, ont décidé de mutualiser leurs efforts pour permettre un accès équitable aux vaccins, aux traitements et aux moyens de diagnostic sûrs et abordables en Afrique. Nous nous proposons d'accélérer en particulier avec le secteur privé la production en Afrique de vaccins et le transfert des droits de propriété intellectuelle, ainsi que le savoir-faire. J'ai demandé au Premier ministre de prendre la tâche de la Société financière internationale, la SFI, pour que la Côte d'Ivoire fasse partie des pays qui demanderont à ce que la fabrication du vaccin se fasse en Côte d'Ivoire. Donc nous demandons que la Côte d'Ivoire, qui a déjà le centre de Grand Bassam, puisse faire partie des pays à sélectionner
pour la mise en place de structures pouvant fabriquer donc le vaccin, d'autant plus que nous sommes très avancés et nous avons fait des investissements importants au niveau de l'Institut Pasteur. Plus généralement, la conférence a décidé de mettre l'accent sur le développement du secteur privé, qui est le socle du développement de nos économies. La conférence a appelé à soutenir, comme lors de la crise financière de 2009, l'allocation de droits de tirage spéciaux du FMI d'un montant de 650 milliards de dollars, dont près de 33 milliards pour le continent africain. Nous avons insisté pour qu'il y ait plus de solidarité et surtout que le continent africain puisse bénéficier de montants additionnels et aussi que les discussions puissent se poursuivre pour mettre à la disposition du continent 100 milliards de dollars au lieu de 33, qui seraient prélevés en partie sur les allocations des pays développés qui jouissent d'une situation confortable de réserves de change telles que l'Union européenne, la Chine, les États-Unis, le Japon et d'autres pays. Enfin, nous nous sommes mis d'accord pour poursuivre l'initiative de suspension de la dette jusqu'à fin 2021. Cette décision, je pense, sera prise au cours des prochaines semaines à l'occasion de la rencontre du G20. Alors, il s'agit d'adopter une approche différenciée et des mécanismes de soutien pour permettre aux pays avec une dette soutenable, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, et un accès aux marchés internationaux de capitaux, de mobiliser des ressources longues et à des taux d'intérêt plus faibles. Les pays africains ont par ailleurs plaidé pour un déficit plus important dans le financement de leur économie pour la lutte contre la pandémie du Covid-19 et le terrorisme. En prélude au sommet sur le financement des économies africaines, j'ai participé à un mini-sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, notamment pour permettre à la Banque ouest africaine de développement de pouvoir avoir accès à une allocation de DTS. J'ai également eu des entretiens avec mes homologues Kaïs Saïed de Tunisie, Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud et Mbandao, président de la transition du Mali, ainsi qu'avec la directrice générale du FMI, Mme Kristalina Georgieva, le directeur général des opérations de la Banque mondiale, M. Axel Van Trosberg, et le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Mahama Faki. Alors, ces entretiens ont été l'occasion de passer en revue les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays respectifs, ainsi qu'avec, bien évidemment, les institutions de Bretton Woods et la Commission de l'Union africaine, et d'évoquer les questions régionales et internationales. Au cours de mon séjour, j'ai également assisté aux obsèques du président fondateur de Jeune Afrique, M. Béchir Ben Yamed, qui est décédé il y a quelques semaines et qui a apporté une grande contribution au développement de l'Afrique et surtout, je crois, à l'émancipation des jeunes de notre continent. Alors, pour conclure, je peux dire que ce sommet a été un grand succès. Bien sûr, ce sont des promesses pour le moment, non seulement pour notre pays, mais également pour toute l'Afrique, et donne de bonnes perspectives pour accélérer la relance de nos économies. Il a permis aux chefs d'État et de gouvernement ainsi qu'aux institutions financières internationales de réfléchir ensemble sur la problématique de financement des économies africaines et de proposer des solutions durables et innovantes pour le développement du continent africain. Il y avait au total une vingtaine de pays africains
dont les 5 pays du G5 Sahel. Donc c'était une bonne représentation au niveau donc, du continent. L'actualité en Côte d'Ivoire marquée ces jours-ci par des violences observées il y a peu à Abidjan à l'encontre de certains ressortissants du Niger, pays ami et frère de la Côte d'Ivoire. Le président de la République Alassane Ouattara s'est également prononcé sur cette actualité. Je voudrais d'abord féliciter le Premier ministre, le gouvernement et les grands commandements pour leur prompte réaction et dire à nos frères nigériens, et comme tous les frères africains et même les populations vivant en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité et que ce genre de situation ne devrait plus se reproduire. Je crois que les premières enquêtes ont déjà donné des indications, mais nous poursuivrons. Et ce genre de situation sera sévèrement puni. Et bien sûr, je compte sur vous, en matière de communication, de faire comprendre que la Côte d'Ivoire a changé depuis 10 ans. Nous ne sommes plus dans une situation à essayer de trier entre les populations qui vivent en Côte d'Ivoire. L'essentiel, c'est que les uns et les autres respectent les lois de la République, travaillent et apportent leur contribution à l'évolution de notre beau pays. Donc je suis sûr que les grands commandements, la défense, la sécurité sous l'autorité du Premier ministre, prendront toutes les dispositions, mais je demande que la justice aille vite et que toutes les personnes identifiées soient donc dénoncées et soient donc bien sûr traduites devant la justice. Le président de la République Alassane Ouattara, vous l'avez entendu, qui condamne avec la dernière énergie ces violences perpétrées à l'encontre de ressortissants nigériens vivant en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, terre de brassage culturel où vivent dans la paix, dans la cohésion sociale, plusieurs nationalités, plusieurs ressortissants venus de différents pays. Et justement, à titre d'exemple, nous avons sur ce plateau, eh bien, Maman. Vous le connaissez certainement, il est comédien, artiste, humoriste, comédien nigérien. Maman, vous êtes sur ce plateau et vous voulez justement réagir suite à cette actualité des derniers jours. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs. Moi, quand ces événements sont arrivés, je les ai appris via mes pages sur les réseaux sociaux où les gens me disaient « Maman, pardon, au nom de la Côte d'Ivoire pour les Nigériens ». Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Et je suis allé à la pêche aux infos et j'ai vu ça. Donc, de ma situation privilégiée où j'ai été épargné par ça depuis que je suis en Côte d'Ivoire. Moi, beaucoup de gens ne le savent pas. J'ai fait l'école primaire en Côte d'Ivoire, j'ai fait le collège. Vous avez grandi en Côte d'Ivoire? J'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai grandi au Cameroun aussi, au Nigeria, au Niger. Donc je me sens toujours africain. Et c'est pour ça qu'au nom de tous les Nigériens qui n'ont pas ce privilège que j'ai de ne pas avoir été touché par ces événements, je me devais de réagir et surtout de dire que la Côte d'Ivoire n'a pas changé. C'est pas à cause d'une minorité qu'on va changer notre sentiment envers ce pays qui nous accueille. Au Niger, on accueille beaucoup d'Ivoiriens. Et moi, je travaille avec plein d'humoristes. Le Parlement du Rire est là pour le rappeler. On oublie nos nationalités. On est juste des frères. Donc, on est africains et il faut continuer à vivre cette Afrique qu'on nous construisons, ce panafricanisme-là. Le vivre ensemble, la fraternité, ne pas se poser de questions d'où on est. Et depuis que je suis en Côte d'Ivoire, depuis ma tendre enfance, je n'ai jamais eu à subir ce genre de choses. Je sais qu'elles existent et il faut les combattre. Donc, le vivre ensemble, que ça soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Niger, on est tous les mêmes. Nos papas ont fondé le Conseil de l'Entente et je vais du Niger en Côte d'Ivoire sans montrer mon visa. Il faut que ça continue. Et Maman, justement, vous n'êtes pas seul ce 13h sur notre plateau. Vous êtes venu avec Boukari. Boukari, bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Aïe. Ici, pas dépassé même par l'événement. Je ne savais pas que l'île était nigérienne. Au plus on s'est suivi, on est venu. Franchement, si c'est pas aujourd'hui, on travaille ensemble. Hein. Il y a longtemps, on travaille ensemble, mais je n'ai jamais su qu'il était nigérien. C'est quand il a parlé, déjà, il a fallu qu'on vienne au journal pour que je sache que tu es nigérien. On va repartir ensemble. Voilà, donc je suis là, en tout cas, pour dire que c'est vrai ce qu'il a dit. Parce que parmi nous les Ivoiriens, il y en a d'autres qui ont épousé des Nigériens, des femmes Aoussa.
et qui ont des enfants. Regarde ce qui s'est passé comme ça là. Si c'est pas que les autorités ont fait vraiment mains efforts pour arrêter ça, tu t'imagines où ça va arriver? Si les Nigériens eux aussi disent qu'ils ont fait enfant avec les Ivoiriens, ils vont faire comment? Ils vont diviser les enfants landais pour partir avec pour eux et puis laisser pour nous là? Non, ça ne peut pas se faire. Donc pour ça, il ne faut pas toujours se fier aux fake news. Quoi? Fake. Les fake news. D'accord. Il faut partir aux bases de l'information. Il faut aller à la base de l'information. Il faut aller à la base de l'information avant d'agir. Il ne faut pas agir. Parce que j'ai constaté que tous ceux qui se sont mis dans la rue, beaucoup sont illettrés. Ils ne lisent pas les choses, ils lisent les images. C'est par rapport aux images qu'ils ont fait ça. Oh! Alors que c'est une vidéo qui a pu y avoir lieu depuis il y a 2 ans. C'est les gens qui ont attrapé Boko Haram et puis ils sont en train de frapper Boko Haram là. C'est ça, on dit, ah, que c'est les Ivoiriens, ah, que c'est les ça. Oh, ils luttent contre la terrorisme. Le terrorisme. Merci Boukari. Je pense que votre message à tous les deux, il est passé, il est clairement passé. Juste avant de passer à autre chose, sachez que la justice suit son cours et justement, une personne a été interpellée. Elle répond au nom de Mawa Fofana. Voilà, elle a écopé de 5 ans de prison et 2 millions d'amende. Voilà, pour l'acte pour avoir relayé justement. À cause de son fake news. Justement, pour avoir relayé. Les biens et les villes même. Effectivement, pour avoir relayé cette vidéo. Donc voici la sentence qui est tombée. Voilà, c'est ça notre message, c'est le vivre ensemble et la lutte contre les fake news, vérifier les infos. Regardez le Trésor. J'ai vu, vous avez toute une équipe qui vérifie les infos, qui les recoupe. Les gens doivent avoir confiance aux médias traditionnels et pas à des simples vidéos qui se baladent sur les réseaux. Merci à vous, Mamane et Boukari, d'être passés sur 13 heures. Merci, on a compris. C'est fini. Merci pour le message. Merci en tout cas d'être passé sur ce plateau pour passer votre message. Dans l'actualité nationale, vous restez avec nous. Nous poursuivons le cours normal de ce journal. Ce qu'il faut également savoir, c'est que Kouadio Konan-Bertin, vu qu'on parle de réconciliation, le ministre de la Réconciliation nationale, lui, se trouve en ce moment au Burkina Faso pour une visite de travail. Dans le cadre de sa mission, il a rencontré le Moro Naba pour prendre avec lui des conseils, des échanges qui devraient contribuer davantage au raffermissement des liens entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Envoyé spécial à Ouagadougou, Eric Goré. Pour sa première visite officielle en dehors de la République de Côte d'Ivoire, en tant que ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan-Bertin choisit le pays des hommes intègres. Le ministre de la Réconciliation nationale opte pour tous les mécanismes qui pourront l'aider à réussir sa mission, avec comme axe majeur l'inclusion à tous les niveaux, communautaire, sociologique, social, entre autres. Au lendemain de son arrivée à Ouagadougou, Kouadio Konan-Bertin ira rencontrer Sa Majesté le Moro Naba, roi des Mossi. Pendant cette rencontre, qui a duré plus de 2 heures, la réconciliation et le renforcement des liens entre les deux pays étaient au cœur des débats. J'ai déjà effectué quelques voyages à l'intérieur du pays pour aller écouter la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Je continuerai ces voyages parce que la première étape de ma mission, c'est ce que j'appelle le temps de l'écoute. Vous savez combien ils sont, nos frères burkinabés en Côte d'Ivoire. Le processus de la réconciliation ne peut pas les ignorer. Ce vœu qui s'accomplit s'inscrit aussi dans une vision. Vous voyez, nous sommes jeunes. Avant nous, nos pays ont existé, avec des dirigeants qui ont eu des visions. En ce qui nous concerne, pour ces 2 pays, pour ces 2 peuples, pour ne citer que 2 noms, Félix Houphouët-Boigny, le père bâtisseur, le père de la Côte d'Ivoire moderne, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, et son homologue, eh bien Maurice Yaméogo. Tous les 2 ont tracé des sillons. Une vision qui montre clairement que la Côte d'Ivoire reste dans la dynamique de toujours entretenir des liens fraternels avec tous ses voisins pour la stabilité et le développement économique de la sous-région. Mesdames et messieurs, deuxième titre de ce journal. La ville de Fer-Kécé-Dougou rase son port sec. La pose de sa première pierre a eu lieu hier vendredi. Un projet de plus de 254 milliards de francs CFA. Objectif, relancer l'économie dans la région du Tchologo. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 30 mois. Sa construction permettra de désengorger les 2 principaux ports d'Abidjan et de San Pedro. Cheikh Koné. De la conception à la réalisation, que de temps mis. 8 ans exactement. Mais la patience a fini par payer. Le projet du port sec de Fer-Kécé-Dougou est désormais sur les rails.
Ce vendredi 21 mai 2021 est donc un jour mémorable pour les populations, les cadres et les élus de la région du Tchologo. Ils bénéficieront ainsi dans un peu plus de 30 mois de l'un des premiers ports secs de l'Afrique de l'Ouest. Une journée qui restera à jamais gravée dans notre mémoire, car enfin, le rêve est devenu réalité. Ce jour mémorable m'offre également l'agréable occasion de renouveler à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, la reconnaissance et la gratitude de toutes nos populations. Ce projet ambitieux et futuriste, comme le jugent ses promoteurs, va impacter toute la région, mais au-delà, tous les pays de l'Interland. Le port sec aura donc des effets externes positifs au niveau de la facilitation du commerce entre les pays concernés, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali et le Niger. Il contribuera à un renforcement de la compétitivité des économies de ces 4 pays avec un gain de temps et une réduction des coûts de transaction. Il permettra également une intensification du commerce régional et un accroissement des investissements dans les États concernés. Mais c'est quoi un port sec? C'est un espace géographique sans accès à la mer qui sert de transit ou d'arrivée des flux de marchandises dans le cadre du commerce entre les États et de relais aux ports maritimes classiques. Dans le cas d'espèce, ce port sec permettra de décongestionner les ports de San Pedro et d'Abidjan. Le choix de faire Késédougou n'est pas fortuit. La ville de Késédougou a été choisie en raison de sa position stratégique et privilégiée. Elle est quasiment à 600 km d'Abidjan, à 600 km de Bamako et à 600 km de Ouagadougou. Bâti sur une superficie de près de 732 hectares, soit l'équivalent de 104 stades de football, le port sec de Késédougou disposera de 3 composantes à savoir un terminal pour l'import et l'export, un dépôt d'hydrocarbures, un marché à bétail et un abattoir. La dimension du projet dénote de l'ambition du gouvernement à créer des pôles économiques d'envergure dans les régions de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas pour lui de donner de la richesse, mais plutôt de donner à chaque région la capacité et l'autonomie de créer de la richesse qui se bonifie au fil du temps. Le port sec de Késédougou se présente comme une plateforme logistique reliée à différents modes de transport. Son coût global est de 254 milliards 171 millions de francs CFA, financé par l'État de Côte d'Ivoire à travers un prêt obtenu auprès des banques chinoises et des banques nationales. Selon le maître d'œuvre, le port de Késédougou est prévu être inauguré en 2024. Plus de 71 000 emplois directs seront créés. De la joie, de la célébration suite à cet événement, oui, mais il faut continuer de faire attention. La Covid-19 est toujours présente en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier, vendredi 21 mai 2021, 40 nouveaux cas de Covid-19 sur 2670 échantillons prélevés, soit 1,5% de cas positifs, 39 guéris et 0 décès. À la date du 21 mai 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 46 874 cas confirmés, dont 46 282 personnes guéries, 298 décès et 294 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 630 451. Parlons de culture à présent et ouvrons ensemble un regard de nostalgie dans ce journal avec cette question comme préambule. Que devient le mythique orchestre de l'université d'Abidjan, l'OUA, qui a fait tant parler de lui dans les années 80? Des artistes de renommée nationale sont sortis de ses entrailles. Ramsès de Kimon, Kajim, les RAS, Goody Brown, Billy Didier, pour ne citer que cela. Le temps s'est écoulé, l'horloge a tourné. Aujourd'hui, que reste-t-il de la formation artistique? L'orchestre existe-t-il encore au sein de l'université? Élément de réponse dans ce dossier. Vidici, signé Issa Chonoyeo. OUA, le sigle est bien celui de l'ex-organisation de l'unité africaine. Mais ici, il renvoie plutôt à l'orchestre de l'université d'Abidjan. Un groupe musical et artistique d'étudiants
créé dans les années 70 à l'université d'Abidjan et qui a fait le beau jour de la musique ivoirienne. Docteur Adama Diabaté est médecin. À l'EUA, il jouait à la guitare solo. Ses études en médecine et sa profession actuelle l'éloignent de sa passion, la musique. Malgré ses occupations professionnelles, ce samedi, il retrouve ses copains anciens de l'OUA. J'ai rencontré les membres de l'orchestre de l'université en 1993, lorsque je rentrais à l'université. J'avais d'abord fait Podium avec le batteur qui est Ludovic, qu'on appelle Bilan aujourd'hui. Et après Podium, il a su que j'étais étudiant. J'étais au tronc commun à Boba Djamé et il m'a demandé si ça m'intéresserait de faire partie de l'orchestre. Je viens à la répétition et ils finissent la répétition. Le président me croise, il me dit bon, écoute, normalement c'est à la fin de la répétition que tu dois pouvoir faire ton test, mais là tout le monde est parti. Donc reviens la prochaine fois pour faire ton test. Et je viens plus tôt que prévu et je trouve le bassiste avec Ludovic, le batteur, en train de s'entraîner. Et pendant qu'ils étaient en train de répéter, les deux, ils me disent mais viens faire quelque chose, on va s'amuser. J'ai commencé à faire ce que je connaissais et le président qui habitait juste au-dessus de la salle de répétition, il descend. Il me dit c'est toi qui me demandais à faire un test avant-hier là. Je dis oui. Il dit mais toi tu n'as pas de test à faire. Hein. Tu es un très bon guitariste et tu rentres en même temps. C'est comme ça que j'ai intégré l'orchestre. J'étais à la faculté de droit. Okay. La musique et les études, on a donc essayé de les concilier. Okay. Ce n'était pas très facile. Parce que l'école, souvent, il y a du stress. Quand on va à l'école, il y a des moments de stress que la musique nous permet d'évacuer. Et donc, vraiment, la musique, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et jusqu'après les études, je suis cadre au ministère de l'économie et des finances. Ces retrouvailles, Dr Diabaté et ses amis les mettent à profit pour peaufiner un projet de sortie d'un nouvel album. Ce projet, dénommé Reminder, est basé sur les reprises des chansons à succès de l'orchestre. L'OUA se reconstitue avec les anciens. Donc c'est un travail qui, comme vous le savez, a pris du temps depuis 5 années. On est sur ce projet que vous découvrez maintenant pour que ces moments que l'orchestre a pu créer dans notre carrière ou bien dans notre avenir musical puissent être revécus dans le présent ou dans le futur. Tous dans la vie active, aujourd'hui, ces ex-membres de l'OUA veulent passer un message aux étudiants. La pacification de notre espace commun, l'espace académique. Ensuite, pratique saine des activités culturelles, donc musicales en particulier, et susciter des vocations pour que les étudiants se disent qu'on peut pratiquer la musique, qu'on peut pratiquer le sport et réussir plus tard dans la vie sociale. Une université sans animation n'est pas bonne, c'est pas une bonne chose pour le pays. À côté, on veut persuader au foot que si tu veux avoir la paix, donne aux étudiants de la matière pour se distraire et pour se cultiver davantage. Il y avait le théâtre et puis il y avait le club de musiciens. C'était l'OUA, orchestre de l'université d'Abidjan. Avec le nouvel album Reminder, l'orchestre entame une tournée dans les cités universitaires de Côte d'Ivoire. Bouaké est la première étape. Nous sommes en février 2020. Malheureusement pour l'OUA, nouvelle version. La tournée sera de courte durée du fait de la pandémie du coronavirus. L'orchestre de l'université d'Abidjan, ce n'est pas que les anciens. La relève est assurée par d'autres jeunes étudiants. Le centre régional des œuvres universitaires, pour A1, met à leur disposition une salle de répétition. Ils aménagent leur emploi du temps afin de concilier études et musique. Étant au département de musique, on a la musique comme science. Ici, on vient pour la pratique et le perfectionnement. Ils nous mettent souvent en bateau vers des destinations qu'on ignore. C'est un honneur parce que c'est pas n'importe quel orchestre. Voilà, c'est l'université au fait. Voilà, le fait d'être inclus dedans. Déjà, c'est ma passion, la musique, donc ça fait que je me sens en famille et tout, avec l'accueil. Ce vendredi,
Ces jeunes talents reçoivent la visite surprise du sous-directeur chargé du socio-culturel au cours A1. Quand on a une structure comme ça à sa disposition, qui participe au développement intellectuel des étudiants, il faut l'entretenir. Malgré cette détermination des jeunes étudiants musiciens de perpétuer l'héritage laissé par leurs aînés, des difficultés existent, notamment dans l'acquisition de certains instruments. Il y a beaucoup de choses qui manquent, mais malgré ces éléments qui manquent, les jeunes étudiants, les artistes, ils font vraiment des merveilles avec leurs doigts et avec leur intelligence. Des inquiétudes prises en compte par le directeur général du cours A1, Deli Mamadou, qui veut donner à l'orchestre toutes ses lettres de noblesse. Nous envisageons renouveler certains instruments. L'orchestre de l'Université d'Abidjan est dans l'esprit de tous les Ivoiriens, de tous les cadres, de plusieurs générations de cadres. Nous profitons pour inviter les bonnes volontés à venir. Celui qui envoie une guitare à l'orchestre de l'Université d'Abidjan, ce sera marqué. L'OUA, véritable creuset de talent à l'Université d'Abidjan. Aujourd'hui, Université Félix Houphouët-Boigny. De grandes célébrités de la musique ivoirienne telles Ramsès de Kimon, Emmanuel Boifo, Orenchi et bien d'autres sont des produits de cet orchestre dont la perpétuation reste un défi majeur pour la jeune génération. Que devient le mythique orchestre de l'Université d'Abidjan, l'OUA, un dossier signé Issa Tchononyeo, et l'avenir qui est désormais incertain pour les commerçants du marché Roxy d'Adjamé. Ceux-ci ont vu leurs marchandises partir en fumée dans la nuit du jeudi au vendredi. Ces événements se sont déroulés à partir de 1h du matin. Le sinistre a été circonscrit grâce à l'intervention du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Bilan de l'incendie, 1 blessé, 80 commerces détruits et aucune perte en vie humaine enregistrée. Le ministre du Commerce, Souleymane Diarra Souba, s'est rendu sur les lieux pour apporter la compassion du gouvernement aux victimes de cet incendie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis dans l'actualité internationale en Birmanie, la commission électorale nommée par la junte a annoncé hier vendredi vouloir dissoudre la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi, qu'elle accuse de fraude lors des dernières législatives en novembre dernier. Depuis le coup d'État, plus de 800 personnes ont été tuées dans la répression des manifestations selon l'association d'aide aux prisonniers politiques, et la chef du LND, Aung San Suu Kyi, est toujours en détention. Notons que depuis le coup d'État, donc plus de 800 personnes ont été tuées. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.